Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette fois, ça va être en compagnie de Philippe Mario qu'on va avancer sur le sujet des crop circles et notamment sur les différents niveaux de conscience. Salut Philippe. Salut Rémi, bonjour à tous. Ben oui, je vais partager avec vous ce que je vous avais promis dans les vidéos précédentes concernant cette triple quadrature dont je vous ai dit qu'elle était en lien avec les trois niveaux de conscience qu'il est possible de vivre actuellement sur Terre. Donc, maintenant, cette vidéo est consacrée à ce sujet qui va mettre en perspective, tout au moins, va mettre dans une nouvelle perspective mes travaux sur les crop circles, mais aussi vous aider à comprendre l'incidence positive que peuvent avoir les crop circles sur notre évolution actuelle. Donc, nous avons vu lors des précédentes vidéos sur la géométrie des crop circles qu'ils étaient en adéquation avec cette matrice qui combine le cube de Métatron et une triple quadrature qui est unique en son genre. Nous avons vu que le cube de Métatron sert de matrice aux 5 éléments qui composent aussi bien notre corps que ce qui nous entoure. Nous avons vu que cette triple quadrature provient d'une succession de cercles et de carrés, et que c'est un chercheur américain du nom de Drunvalo Melchizedek qui l'a découverte dans les années 80. Et c'est à partir de ces travaux en fait, que j'ai développé ce que je pourrais appeler ma méthode des cercles étalons, qui m'ont servi donc à retrouver un grand nombre de crop circles. Nous avons vu aussi que la première et la troisième quadrature sont quasi parfaites, alors que la seconde, en rouge, ne l'est pas. Mais qu'elle a son importance, comme nous le verrons plus en détail dans un moment. Nous allons voir maintenant ce que nous enseigne cette triple quadrature et en quoi elle est associée aux trois niveaux de conscience qu'il est possible de vivre actuellement sur notre Terre. Comprendre donc cette triple quadrature, c'est essentiel. C'est comprendre l'essence même du message des crop circles. C'est comprendre pourquoi les crop circles exercent une telle fascination sur nous humains, et ce, quelle que soit notre culture, notre religion, notre âge, notre sexe, notre langue, et même notre statut social. Et d'abord, pour commencer, nous allons aborder deux notions essentielles. La première, c'est qu'est-ce qu'on entend par conscience. Et la seconde concerne la relation qui existe entre la géométrie d'une quadrature et la conscience humaine. La conscience est à l'âme ce que le mental est à l'ego. Il est donc important de bien distinguer les deux. Le mental est le produit de notre environnement, de la société de la culture et de l'éducation dans laquelle nous avons grandi. C'est un arrangement temporaire. Il s'est construit donc au fur et à mesure de notre cheminement et de notre croissance personnelle, et qui est très utile pour vivre dans ce monde. Par conséquent, le mental est connecté à l'ego, à ses besoins et à ses désirs. La conscience est, quant à elle, liée à l'âme et à la vérité de l'être profond, tout simplement parce que ce que nous appelons âme n'est en fait que pure conscience, et est naturellement connectée à l'univers. Et elle trouve son contentement en elle-même parce qu'elle fait partie du tout. Et il est bon de savoir qu'à chaque niveau de conscience correspond une géométrie qui lui est propre et qui définit et conditionne complètement la manière selon laquelle nous interpréterons la dite réalité. Alors, pour mieux comprendre ce concept, il suffit je vais prendre un exemple. Prenons par exemple un microscope et un télescope. Le microscope permet de voir l'infiniment petit, tandis que le télescope permet de voir l'infiniment grand de l'univers. Nous voyons bien, à travers cet exemple, que selon la géométrie du système d'optique utilisé, nous verrons notre réalité de façon complètement différente.
Eh bien, il en va de même avec la condition humaine. Et on pourrait dire que la quadrature, à sa façon, est une représentation de ce prisme à travers lequel nous interpréterons la dite réalité. Donc maintenant, je vais faire un petit rappel sur ce qu'est la quadrature. Et ça, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Il y a quadrature entre un cercle et un carré lorsque la circonférence du cercle est égale au périmètre du carré. Lorsque la circonférence du cercle est égale au périmètre du carré. À ce moment-là, le nombre d'or apparaît entre ces deux formes qui ont des caractéristiques diamétralement opposées. Donc regardons cette image Mhm. où nous avons le point A sur le cercle et le point B sur le carré. Et lorsque nous faisons le rapport AB divisé par OB, on obtient 618, le nombre d'or. Ce qui laisse apparaître par la même occasion la présence de la pyramide sacrée par voie de conséquence. Et ceci donne un aperçu de l'importance de cette figure au sein de la géométrie sacrée. Mais ce n'est pas tout, parce que lorsque l'on superpose le fruit de vie, qui est la version féminine du cube de Métatron, parce que le fruit de vie est essentiellement composé de cercles, eh bien, quand on le positionne sur la première quadrature verte, on s'aperçoit que le carré de la quadrature verte coïncide parfaitement avec le centre de 2 des 13 cercles du fruit de vie. Et c'est ça qui me fait dire, et qui fait dire à Drunvalo, que c'est grâce à cette synchronicité, cette superposition, cette justesse dans cette superposition, c'est ça qui permet à la conscience humaine en fait de se manifester au sein de notre réalité. Je dois dire que cette information donc de Drunvalo, je dois dire qu'il m'a fallu des années pour l'assimiler véritablement. Donc il se peut donc que cela vous arrive à vous aussi. Dans ce cas, je vous demande simplement de recevoir de cette information et de la laisser faire son chemin. Et à un moment donné, vous verrez que ça deviendra beaucoup plus clair pour vous. Ce qui est simplement important de retenir, c'est que selon la taille de chaque quadrature, nous appréhendons la réalité de façon différente, parce que la conscience trouve un champ de manifestation plus grand et différent. Et c'est ce que nous allons voir maintenant plus en détail. Quand on prend cette triple quadrature, on voit donc qu'il y a 3 quadratures. Et en fait, à chaque quadrature correspond à un niveau de conscience différent. Et la première quadrature, en vert, correspond au premier niveau de conscience. C'est-à-dire, c'est là qu'à partir de ce moment-là, comme j'en ai parlé dans la première vidéo sur la géométrie sacrée des crop circles, entre cette figure des cercles et des carrés, eh bien, cette première quadrature, elle correspond donc au moment où le 4e carré est en quadrature avec le 5e cercle. Mhm. C'est là qu'apparaît la première quadrature, en fait. Donc c'est pour ça que je dis qu'elle correspond au premier niveau de conscience. Parce que c'est à ce moment-là que le fruit de vie se superpose parfaitement et que la conscience peut se manifester. Donc je D'accord. rappelle, le fruit de vie, c'est la matrice des 5 éléments. Donc tout ça combiné à cette quadrature fait que ça offre un champ propice à l'épanouissement et à la manifestation de la conscience dans notre réalité. Donc, ce premier niveau de conscience, je l'ai appelé la conscience primitive ou originelle. C'est une quadrature qui est quasi parfaite parce que le périmètre du carré est quasiment égal à la circonférence du cercle. C'est donc un niveau de conscience stable et harmonieux, ce qui permet aux humains qui vivent à ce stade d'être en parfaite harmonie avec la nature, comme c'est le cas pour tous les peuples premiers de la Terre qui incarnent les Amérindiens, les Aborigènes, les Inuits, les Dogons d'Afrique,
tous les peuples d'Amazonie, d'Océanie et d'ailleurs. Ces peuples vivent dans un état de fusion permanente avec la nature. On pourrait dire que c'est un stade qui peut être considéré comme paradisiaque, car l'expérience de l'unité et de sécurité est encore frais et proche de l'état océanique du Grand Tout. Le Grand Tout qui est représenté par le point central de la quadrature, l'origine, la source. Donc c'est un état de béatitude et de sécurité absolue parce que les humains qui vivent à ce niveau-là ne font qu'un avec la nature et avec ses cycles. Comme il est proche de la source et du foyer originel, on pourrait dire que c'est le niveau de conscience originel. C'est un stade qui peut être considéré comme primitif et comme plein d'innocence aussi, tels les enfants qui regardent le monde les yeux grands ouverts et qui remettent pas du tout en question le droit d'être ce qu'ils sont. Ils ne posent pas la question comme nous. Ils ne font qu'un et ils sont conscients d'eux-mêmes et ils savent pourquoi ils sont là. Donc, comme je l'ai dit, les humains qui vivent sur ce plan sont conscients d'eux-mêmes et ils ont une connexion naturelle avec les esprits de la nature, étant donné que c'est un niveau de conscience harmonique et stable. Dans ce premier niveau de conscience, tout est neuf et absorbé, je dirais, de façon non critique. Il n'y a pas de filtre. Et à un stade quasi infantile. C'est ce qu'on pourrait appeler en complète innocence. Mais petit à petit se développe une différenciation entre ce que j'appelle moi et l'autre, ainsi qu'un désir croissant d'exercer une influence sur l'extérieur. Donc nous arrivons à l'étape suivante qui est le second niveau. Du coup, si je peux me permettre, ce premier niveau, on peut également le qualifier de conscience instinctive, en fait. On peut parler d'instinct là, à ce moment-là, puisqu'il y a cette Oui, connexion avec la Terre, on est d'accord? oui, c'est une conscience animale aussi, c'est une conscience primitive, c'est une conscience effectivement qui est instinctive. Mhm. Ok, non, je voulais Voilà. être sûr que c'était cohérent comme terme, parce que tu l'as dit. C'est pas dominé par le mental comme nous allons le voir pour le deuxième niveau. Mhm. C'est plutôt connecté aux instincts. D'accord. Donc le deuxième niveau de conscience est ce que j'appelle la conscience dualiste. Et la géométrie de ce second niveau correspond à la seconde quadrature qui est en rouge. Comme il y a un écart entre le périmètre du carré et la circonférence du cercle, on peut dire que c'est un niveau instable et dissonant. Ce qui amène les humains qui vivent à ce stade à être en dissonance avec leur environnement. Et devinez quoi? Quels sont les humains qui vivent sur ce deuxième niveau de conscience? Je vous le donne en mille. Eh bien, la majorité de l'humanité, tout Mhm. bonnement et tout simplement. De par le fait que c'est un niveau de conscience dissonant et instable, les humains qui vivent là développent un sentiment d'éloignement et de déconnexion avec la source. Ils commencent à faire l'expérience, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la différenciation entre moi et l'autre. Ils découvrent le pouvoir de l'ego et sa capacité à agir sur son environnement. Quand l'âme ou la conscience humaine découvre cette capacité, eh bien, en fait, elle tombe littéralement amoureuse de l'ego, qui lui rend bien en l'enivrant de son pouvoir. Elle se fait complètement séduire par l'ego, de par son pouvoir d'influencer et d'agir sur l'environnement, et donc de vivre pleinement l'expérience de la différenciation. L'âme, en fait, à ce moment-là, fait l'expérience de tout ce qui existe sur Terre, le paradis comme l'enfer. Elle fait l'expérience de la dualité à fond. Ouais, parce que comme tu dis, l'expérience en question de deuxième niveau, c'est d'être coupé de la source. Du coup, forcément, il ne voit pas d'autre explication que de tout confier à l'ego, quoi.
Absolument. Ouais. De là, on pense, ouais, on n'a qu'une vie, etc., etc. Mm. Donc, on est complètement insouciant de la conséquence de nos actes. Je n'ai rien contre l'ego. Je voudrais simplement rappeler, en profiter pour dire ce qu'est l'ego, tout au moins de mon point de vue. À l'origine, l'ego est là pour permettre à l'âme de faire pleinement l'expérience d'elle-même, en tant qu'entité à part entière. Sauf qu'avec le caractère dissonant et instable de ce deuxième niveau, eh bien, l'ego prend le dessus, par défaut, parce qu'il y a un défaut de connexion entre l'âme et avec la source. Je dirais qu'il profite de la friture qu'il y a sur la ligne pour prendre le pouvoir. Mm. C'est en ce sens-là qu'on peut dire que l'ego, à ce moment-là, devient le faux moi. Et même que c'est une illusion d'optique de la conscience qui est en arrière-plan. La conscience qui est en arrière-plan, eh bien, il y a comme une déformation de la relation à la réalité qui est occasionnée par cette dissonance et par cette instabilité et par le fait que l'ego a pris le pouvoir sur l'âme. Donc, ce deuxième niveau est un niveau où l'ego est au centre de tout. Le besoin de contrôler, de posséder, de dominer, en fait, est essentiel pour compenser ce sentiment de manque et de vide intérieur dû à la séparation avec le divin. L'impression d'être un fragment brisé, sans but, sans but ni sens, pousse l'ego à élaborer toutes sortes de stratégies pour rendre la situation plus supportable. Pour cela, il met en place toutes sortes de stratégies en orientant la conscience vers l'extérieur, à travers la recherche permanente de reconnaissance, de plaisir en tout genre, de possession et de pouvoir toujours plus grand. C'est ce que j'appelle la conscience matérialiste. L'ego transforme alors le besoin d'amour en besoin d'exceller et d'être meilleur que les autres. Il transforme le besoin d'harmonie et d'unité en besoin d'approbation et de reconnaissance de la part des autres. De ce fait, il n'est plus nécessaire d'aller en soi pour trouver l'amour ou cette connexion avec le divin, parce que c'est compensé. Par contre, il faut continuer à travailler pour gagner sa vie et conserver ses privilèges et ses possessions durement acquises. L'ego, en fait, il met une pression considérable sur la réalité. Il présente une image très sélective de cette dite réalité, car sa façon d'appréhender le monde est conditionnée par ses besoins et par ses peurs. Agir selon l'ego, c'est essayer de modeler la réalité selon ses désirs et d'imposer ses croyances à la réalité. C'est ce qui se passe au niveau du second niveau, de cette conscience dualiste et matérialiste. Ce qui fait qu'il a besoin d'émettre des jugements sur tout ce qu'il voit, sur tout ce qu'il perçoit, sur tout ce qu'il ressent. Et il analyse tout. Tout est classifié comme bon ou mauvais, bien ou mal, beau ou laid. Il n'y a pas de place pour simplement constater les choses telles qu'elles sont. C'est ce fameux dualisme cartésien, je pense, donc je suis. Voilà une phrase qui résume à elle toute seule ce qu'est ce second niveau. Il y a une forte identification au mental, je pense, et il y a une forte identification à l'ego, je suis. Et c'est cette phrase-là qui a façonné notre inconscient depuis plusieurs siècles. Parce que Descartes, il est du XVIe siècle. Mhm. Et ça montre à quel point notre conscience est polarisée sur l'ego, la personnalité, le faux moi. Quelque part, quand quelqu'un dit qu'il est cartésien, il déclare qu'il est coupé de la source, quoi.
quelque part. Ah ben complètement. Il Mmh. reconnaît justement ce statut Ouais, tout à fait. et il fait Cette expérience l'expérience ouais. du second niveau, de la séparation, de tout ça. Mmh. Voilà. Ouais, c'est important de reparler d'expérience, quoi, hein. C'est pour ça qu'on c'est pas pour rien qu'on l'a dit ensemble, on n'est pas dans le jugement à critiquer l'ego, quoi, hein, Ah ben non, non, non. Il faut bien comprendre une chose, c'est que là, ce que je suis en train de mettre en perspective, c'est l'évolution de la conscience humaine. D'accord? Donc, nous faisons actuellement l'expérience du second niveau de conscience. En fait, à ce stade-là, nous développons une vision fragmentée et séparatiste de la vie parce qu'on fait le jeu de cette dualité, ou bien ceci ou bien cela. Nous avons perdu toute vue d'ensemble qui permet justement de distinguer les liens d'interdépendance qui unissent toutes les formes de vie entre elles, nous compris. On fait à ce stade-là l'expérience de ce que j'appelle la matérialité. Nos actions sont basées sur la peur. Nos comportements sont basés sur des critères extérieurs et non sur des besoins réels. Nous développons un attachement excessif envers la matière, comme pour mieux nous sécuriser et mettre un couvercle sur la marmite de nos peurs. Nous développons une conscience de plus en plus guerrière, dominatrice et matérialiste. Nous avons développé une relation de plus en plus mercantile avec la nature et avec la terre. Tout s'achète maintenant et tout se vend. Nous avons fait de la terre un magasin dans lequel nous pouvons tout acheter, tout au moins nous croyons pouvoir tout acheter, sans prendre en compte qu'il y a des ressources qui sont limitées ou qui ont un besoin de temps pour se renouveler. En fait, durant ce deuxième niveau de conscience, et ça fait plusieurs siècles qu'on vit à ce niveau-là, nous vivons sous la dictature de l'ego. Nous devenons des guerriers du pouvoir et des maîtres de la mort. Nous détruisons tout sur notre passage, comme c'est le cas ces dernières années. Parce que comme on arrive en fin de cycle, eh bien, ça ne fait que s'amplifier pour justement nous aider dans cette bascule. Alors certes, il y a quand même des aspects positifs dans ce deuxième niveau de conscience parce que ça nous a permis de faire l'expérience de ce que j'appelle la singularité humaine. Et ça nous a permis de faire d'énormes progrès dans de nombreux domaines comme la santé, la technologie, la recherche, etc., l'industrie, enfin, voilà. Mais seulement, il faut bien reconnaître une chose, la faim existe toujours dans ce monde. Et nous sommes bel et bien en train de tout détruire sur cette planète, et ce, malgré les connaissances et la technologie dont nous disposons aujourd'hui. Ça, je l'ai dit souvent dans d'autres vidéos et je le redis encore, parce que c'est une réalité. Et c'est bien qu'il y a un problème quelque part, non? Ben, d'où vient ce problème? Quelle est l'origine de ce problème? Pourquoi il y a toujours on a toujours cette incapacité à répondre à des besoins fondamentaux de l'humanité, notamment la faim dans le monde? Eh bien, ça vient tout simplement que tant que nous demeurerons sur ce deuxième niveau de conscience, ça ne fera que s'aggraver. Et malgré nos bonnes intentions, ça ne changera qu'à partir du moment où nous aurons rejoint le troisième niveau de conscience, qui est celui de la conscience universelle ou la conscience unifiée. Mmh. Donc, ce troisième niveau de conscience, c'est le prochain stade et plan de notre évolution qui est de plus en plus tangible et accessible et qui est synchronisé, je le rappelle, comme les crop circles, avec le changement de grand cycle que nous vivons actuellement et dont j'ai déjà parlé dans une vidéo au sujet de la précession des équinoxes et du calendrier Maya. Ce troisième niveau de conscience est en correspondance avec la troisième quadrature.
en bleu. Comme elle est quasi parfaite, car le périmètre du carré est quasi égal à la circonférence du cercle, nous retrouvons un niveau stable et harmonieux. Ce troisième niveau de conscience, je l'ai appelé aussi la conscience du macrocosme. Parce qu'à ce stade, l'humain retrouve donc une certaine stabilité et vit davantage en harmonie avec les éléments et les lois de l'univers. Mais, contrairement aux individus du premier niveau de conscience, qui vivent sur un territoire limité, qui vivent en tribu, eh bien, ceux du troisième niveau sont amenés à prendre en compte l'intégralité de la planète. Leur tribu, c'est l'humanité, et leur maison, c'est la Terre, si je peux dire. Car l'individu du troisième niveau se rend compte que de près ou de loin, tout a un impact sur sa vie personnelle. L'expérience du second niveau lui a ouvert les yeux sur le caractère interdépendant du microcosme humain et du macrocosme universel. Sa sphère personnelle, donc, ne se limite pas à sa maison, sa famille, ses amis, son travail, mais à tout ce qui se passe dans le monde. Il est interconnecté avec tout ce qui l'entoure et la planète tout entière. D'ailleurs, nous le vivons aujourd'hui. Il suffit qu'on vende des armes dans un pays loin d'ici, en Libye par exemple, pour qu'on ait des migrants. L'impact, c'est de voir des migrants par milliers venir dans notre pays ou en Europe pour se réfugier. Donc, on ne peut plus se comporter de façon égoïste comme au niveau du second niveau, sans avoir un retour rapide des conséquences négatives que cela génère en soi et autour de nous. Donc, à ce stade, l'individu sait qu'il fait partie intégrante d'un tout naturellement cohérent et ordonné, malgré les apparences chaotiques extérieures. Parce que, de par son vécu du deuxième niveau, il sait que le combat ne résout rien, car cela ne fait que donner de la force à la conscience guerrière de l'ego et l'amène à redescendre dans des vibrations beaucoup plus basses et beaucoup plus lourdes. Avec le troisième niveau, le combat entre le bien et le mal n'existe plus, il s'efface. Il laisse la place en fait à un équilibre dynamique entre ces deux forces opposées qui ne font en fait partie que d'une seule et unique réalité qui est celle de la vie, et je dirais même qui est celle de l'amour. Prendre parti pour l'une ou pour l'autre de ces deux forces, ça l'amènerait à faire de nouveau le jeu de la dualité, de la séparation, du second niveau, et donc de l'illusion. Maya, ça veut dire tout simplement qu'on est dans l'illusion de la réalité en faisant le jeu de la dualité, sans avoir conscience de que tout ça, en fait, fait partie d'un tout. C'est en ce sens que le troisième niveau est celui de ce que j'appelle la conscience unifiée. Chaque chose est acceptée comme faisant partie intégrante de soi et de la réalité présente. Les vieilles énergies de l'ego sont alors transformées en une énergie de vie tout englobante et tout unifiante. Il n'y a pas de séparation. Ce qui permet de se libérer de la peur de l'illusion et de la peur tout court. Mhm. Et ça ouvre le chemin pour retrouver une nouvelle harmonie en soi et autour de soi. Parce que durant son séjour sur le second niveau, l'individu s'est coupé petit à petit de sa dimension spirituelle. Et parce qu'il s'est identifié à son identité terrestre uniquement, donc à l'ego, sans prendre en compte son environnement au sens large du terme. Par contre, en accédant au troisième niveau, l'individu devient alors conscient qu'il est un miroir microcosmique de l'univers et qu'ils sont tous les deux régis par les mêmes lois. Il ne s'agit plus pour lui de dominer le monde pour assouvir sa soif de pouvoir, mais de s'harmoniser et de s'unifier avec lui. Parce qu'il sait, il est devenu conscient qu'il fait partie intégrante de ce tout. De ce fait, il retrouve peu à peu la connexion avec une nouvelle dimension spirituelle et il devient de plus en plus conscient de sa véritable nature et ça lui permet d'accéder à de nouvelles potentialités.
Le troisième niveau pousse l'humain, l'individu, à grandir dans cette conscience du tout, qui est naturellement cohérent et harmonieux et en perpétuelle évolution. Il apprend à faire un avec les lois de l'univers, à suivre le courant de la vie et abandonne toute forme de lutte qui va à l'encontre de ce courant et de ses lois. Si on prend par exemple le référentiel de la science védique des chakras, on pourrait dire que le second niveau est l'expression du chakra solaire, qui est le siège de l'ego et de l'affirmation de soi. Tandis que le troisième niveau est l'expression du chakra cœur, qui est le siège de l'amour universel. Seulement, cela fait longtemps que notre conscience individuelle et collective est soumise aux diktats de l'ego, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc cela demande un effort certain pour élever notre conscience au niveau du chakra cœur. En d'autres termes, nous devons passer de l'amour du pouvoir au pouvoir de l'amour. Nous devons passer de la conscience du microcosme humain autocentré, donc le chakra solaire, à la conscience du macrocosme universel, le chakra cœur. Parce que sinon, nous irons droit dans le mur. Et d'ailleurs, nous sommes déjà au pied de ce mur avec tous les événements que nous vivons actuellement. D'ailleurs, cette période chaotique a longtemps été identifiée par les chrétiens comme étant celle de l'Apocalypse. Apocalypse qui signifie, et j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, qui signifie en fait révélation. Mais de quelle révélation parle-t-on? Ben, celle simplement de notre véritable nature et de la réalité, la nouvelle réalité qui va avec, par voie de conséquence. Mais du point de vue de l'ego, donc du point de vue du second niveau, c'est un drame. C'est pour ça que l'Apocalypse, les chrétiens l'ont identifié depuis longtemps, mais eux, ils étaient aussi sur ce deuxième niveau, dans cette période de l'évolution de la conscience humaine, du second niveau. Donc, ils avaient une vision déformée de ce que pouvait être vraiment l'Apocalypse. Donc, ils l'ont dramatisé. Nous l'apercevons comme quelque chose de catastrophique. Ce Mhm. qui est vrai quelque part, mais seulement du point de vue de l'ego. Du point de vue de l'ego, c'est un drame, parce qu'il va perdre son trône et son pouvoir. Mhm. Mais par contre, du point de vue de l'âme, c'est une libération. Et ça fait longtemps qu'elle attend ça. Donc, ce qui me fait dire que cette, cette transition entre la conscience du deuxième niveau qui est fondée sur l'ego et cette transition vers cette nouvelle conscience entrée sur le cœur, c'est effectivement un drame humain, mais c'est un drame humain à caractère initiatique. C'est-à-dire que c'est là, ce drame va nous faire grandir. Donc c'est un mal pour un bien. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Des catastrophes en tout genre pour rééveiller notre conscience et pour élever notre conscience à un autre niveau, pour changer notre relation avec la réalité, notre environnement et nous-mêmes. Alors, bien sûr, ça demande à l'ego de se rééquilibrer, de retrouver sa juste place. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un outil qui est indispensable pour permettre aux aspirations de l'âme de prendre forme dans la matière. Donc, il doit devenir un outil neutre. C'est lorsqu'il est dominant qu'il est déséquilibré. À ce moment-là, il va tout contrôler et refouler de façon sélective les impulsions intérieures provenant de l'âme qui s'expriment à travers les émotions et les intuitions. De ce fait, comme je l'ai dit, il présente une vision déformée de la réalité en interprétant les faits en positif ou en négatif. Il sera toujours en quête de pouvoir, de possession, de reconnaissance. Je répète encore une fois, comme je l'ai dit, agir selon l'ego, c'est essayer de modeler la réalité selon ses désirs et d'imposer ses croyances à la réalité. Tandis qu'agir selon la conscience du cœur, c'est accompagner le cours des choses telles qu'il se présentent sans forcer ni pousser, parce que l'on est conscient de l'existence d'un ordre sous-jacent
naturellement ordonné et cohérent, mais qui nous dépasse, tout au moins qui dépasse l'ego. Mmh. Et quand on est connecté à l'âme, ou quand on permet à l'âme, en fait, de se manifester, on n'est plus du tout dépassé. On est en pleine conscience, en pleine confiance aussi. Donc cette période chaotique que nous vivons actuellement fait partie du plan de l'évolution de notre conscience humaine. C'est ça qui est important d'intégrer et d'accepter et de reconnaître. Et que ça correspond à ce changement de plan de conscience, qui est ce passage de la conscience dualiste à la conscience unifiée, et qui est synchronisé avec le changement de grand type. Ah, c'est marrant, là, tu as choisi, comment dire, d'illustrer l'Apocalypse avec les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Ouais, ouais. Et tu sais pourquoi, non? Non, bah ouais, pourquoi d'ailleurs? Eh ben, tout simplement parce que, en fait, les 4 cavaliers de l'Apocalypse représentent les 4 éléments qui sont, qui ont atteint leur degré de dissonance et d'instabilité. Et c'est ce qu'on vit à l'heure actuelle. La terre, l'eau et l'air sont complètement pollués. Et le feu on est face à des feux de plus en plus dévastateurs et qui ont une ampleur de plus en plus démesurée et grande, disproportionnée. Voilà. Voilà pourquoi j'ai choisi cette image des 4 cavaliers de l'Apocalypse qui représente à quel point les éléments sont perturbés, ces 4 éléments de base sont perturbés, et à quel point ce que l'on vit aujourd'hui manifeste la représentation de cette apocalypse, c'est-à-dire de cette dissonance et de cette instabilité des 4 éléments, parce que justement, nous sommes dysfonctionnants et, euh, et que nous devons retrouver une nouvelle harmonie en modifiant nos comportements, etc., comme je vais en parler un peu plus loin dans cette vidéo. D'accord, Voilà, OK. simplement. Donc, on peut continuer à prendre comme référentiel le système védique des chakras pour encore un peu mieux comprendre l'évolution de la conscience humaine. Le premier niveau peut facilement s'apparenter à la période de la préhistoire où l'humain était uniquement préoccupé à assurer sa sécurité, sa survie et ses besoins vitaux. Nous retrouvons là tout ce qui est en relation avec les fonctions du chakra racine. Ce même premier niveau s'étend aussi à toute la période qui a permis à l'humain de prendre sa place sur la Terre, tout en vivant en harmonie avec les éléments et les cycles naturels de la vie, ce qui lui a permis de développer une connexion spirituelle avec les esprits de la nature, comme c'est le cas avec les aborigènes, les Amérindiens, les Dogons, etc. Tous ces peuples qui ont cette connexion spirituelle, personnellement, je les associe avec c'est un reflet du chakra sacré, de l'expression du chakra sacré. Ils sont en co-création avec les lois de l'univers. Le deuxième niveau a commencé à partir du moment où l'humain a commencé à exercer son pouvoir sur son environnement et à instaurer des règles pour régir sa vie sociale. Il est assez difficile de dater précisément le début de cette période car elle se chevauche avec celle du premier niveau. En tout cas, cette période qui dure encore jusqu'à aujourd'hui, elle a permis à l'humain d'acquérir une plus grande maîtrise des éléments et une meilleure connaissance de son environnement. Tout ceci est parfaitement en phase avec l'activité du chakra solaire qui permet à l'humain de prendre la mesure de son influence sur son environnement, au risque de l'anéantir comme c'est le cas actuellement. Le troisième niveau, quant à lui, il concerne donc notre prochain plan d'évolution, qui est désormais de plus en plus accessible et tangible aujourd'hui. Il est en résonance avec l'activité du chakra cœur.
À ce stade, nous devenons donc de plus en plus conscients du lien qui nous unit avec le vivant, qui est en nous et autour de nous. Et nous apprenons à co-créer notre réalité à partir du chakra cœur. Il y a une désidentification avec le mental égotique et une profonde reconnexion avec ce que j'appelle la présence, qui est en arrière-plan, qui est naturellement interconnectée avec le tout, c'est-à-dire avec notre dimension spirituelle. Notre défi aujourd'hui, c'est donc de nous ouvrir au cœur intuitif du chakra cœur sans perdre le lien avec l'esprit objectif du chakra solaire. C'est apprendre à basculer de la pensée rationnelle à la conscience. Je dirais même de la science à la conscience. Mm. D'arrêter de raisonner avec notre mental et de commencer à raisonner, c'est-à-dire à rentrer en résonance avec notre âme. Donc d'abandonner toute approche dualiste pour fusionner avec des approches beaucoup plus inclusives. Donc pour mieux comprendre en fait cette bascule, eh bien, je vous ai préparé un tableau en deux parties dans lequel on a à gauche le deuxième niveau et à droite le troisième niveau. Très bien. Donc au deuxième niveau, nous faisons l'expérience de la conscience du je, alors qu'au troisième niveau, nous faisons l'expérience de la conscience du nous. Le deuxième niveau, nous avons une approche dualiste et séparatiste de la réalité, ou bien ceci ou bien cela. Alors qu'au troisième niveau, nous avons une approche inclusive et unifiée de la réalité. Deuxième niveau, l'ego est au centre de tout. Troisième niveau, le vivant est au centre de tout. Au deuxième niveau, nous faisons l'expérience de créer notre réalité à partir des désirs de l'ego. Tandis qu'au troisième niveau, nous faisons l'expérience de co-créer notre réalité à partir de la conscience du cœur, c'est-à-dire des aspirations de l'âme. Au deuxième niveau, nous faisons l'expérience de l'amour du pouvoir et au troisième niveau, nous faisons l'expérience du pouvoir de l'amour, je dirais même de la puissance de l'amour. Au deuxième niveau, nous sommes animés par une conscience guerrière et dominatrice, alors qu'au troisième niveau, elle est plus pacifiée et plus pacifique. Au troisième niveau, nos relations sont basées sur la peur et la domination, et nous sommes animés par un besoin de posséder et de contrôler. Tandis qu'au troisième niveau, les relations sont basées sur la coopération, le partage et animées par un besoin d'harmonie et d'unité. Au deuxième niveau, nous avons un mode basé sur la compétition. La vie est un combat. Alors qu'au troisième niveau, eh bien, notre mode est basé sur la co-création. La vie est création. Deuxième niveau, nous avons tendance à juger, à cloisonner, à normaliser, à imposer nos croyances, nos idées. Tandis qu'au troisième niveau, nous avons tendance à accepter, à relier, à faire avec. Et nous sommes dans la capacité à accompagner le courant de la vie. Au deuxième niveau, on donne priorité au matériel et à l'argent. Tandis qu'au troisième niveau, eh bien, on donne la priorité à l'équilibre entre l'esprit et la matière. Au deuxième niveau, nous recherchons l'amour à l'extérieur, la sécurité, le plaisir et la reconnaissance. Tandis qu'au troisième niveau, eh bien, on laisse l'amour vivre en soi-même, avec le verbe aimer. On recherche la liberté, la joie, et on reconnaît sa valeur et celle de la vie. Deuxième niveau, on cherche le confort, la satisfaction de ses besoins, alors qu'au troisième niveau, on recherche la beauté, la paix et l'harmonie. On a besoin de paraître et on veut avoir raison sur le deuxième niveau, alors qu'au troisième niveau, on a besoin simplement d'être et on cherche la vérité. Avec la conscience dualiste du deuxième niveau, on ignore notre véritable identité, alors qu'avec la conscience unifiée, on est conscient de sa véritable nature. Au deuxième niveau, on cherche à être normal, à accepter de se conformer à la société et aux autres.
alors qu'au troisième niveau, on permet à sa véritable nature de s'exprimer pleinement, tout en étant en conformité avec les désirs de notre âme. Sans le savoir, au niveau du second niveau, on vit dans la souffrance, le manque et la répétition. Tandis qu'au troisième niveau, on assume sa guérison et on vit l'aventure qu'est la vie. Au deuxième niveau, on est enfermé prisonnier du triptyque victime, sauveur, bourreau. Tandis qu'au troisième niveau, on prend la responsabilité de ce qui nous arrive dans notre vie et on se situe à égalité avec les autres. On rejette tout lien avec le divin au deuxième niveau. Par contre, on l'accueille et on le cultive au niveau du troisième niveau. Et comme je l'ai dit pour terminer, dans le deuxième niveau, nous sommes des faiseurs de mort et au troisième niveau, nous devenons des gardiens de la vie. Bien, maintenant, regardons de plus près ce que nous enseigne encore cette triple quadrature. Parce qu'elle a encore bien des choses à nous apprendre. Des choses qui sont pleines de bon sens et qui sont d'une évidence lorsque simplement on a un regard objectif. Donc on peut voir dans cette image que chaque niveau de conscience inclut le précédent, car chaque quadrature est de taille croissante. La quadrature rouge inclut la quadrature verte, de même que la quadrature bleue inclut les deux précédentes. Ce qui veut dire que chaque niveau de conscience offre donc de nouvelles possibilités, étant donné que le champ d'action s'agrandit. Ceci met en évidence ce que j'ai dit tout à l'heure, en ce sens que le premier niveau, les humains qui vivent sur ce premier niveau vivent en tribu et sur un territoire limité, alors que le troisième niveau, il inclut l'humanité tout entière et la planète tout entière. Ceci explique pourquoi il y a une différence de comportement et d'attitude et de lien avec la Terre entre le premier niveau et le troisième niveau, malgré le fait que ce soit deux niveaux de conscience harmoniques. Les premiers et troisième niveaux sont stables et harmonieux en raison de leur quadrature quasi parfaite. Parce que le périmètre de chaque carré est quasi égal à la circonférence du cercle concerné. Ce qui permet donc aux êtres humains qui vivent à ce niveau-là d'être en parfaite harmonie avec les aimants, d'être conscients d'eux-mêmes et d'être connectés à leur dimension spirituelle. Le deuxième niveau de conscience, lui, est instable et dissonant parce que c'est une quadrature non parfaite. L'écart est conséquent. Cette dissonance et cette instabilité participent à ce désordre ambiant et met en évidence le fait que nous sommes en fait dysfonctionnants et que nous détruisons tout sur notre passage. Mais ce deuxième niveau, malgré le fait que ce soit pas vraiment une quadrature, a sa raison d'être. Parce que c'est un niveau de transition entre deux niveaux de conscience harmonique. Et que cela fait partie du plan de l'évolution de la conscience humaine. Pourquoi? Eh bien, regardez bien. Comme on peut le constater sur cette figure, il existe ce que j'appelle un vide entre la troisième quadrature et les deux autres. C'est-à-dire entre la plus grande, la bleue, et la rouge et la verte. Il n'y a, si vous regardez bien, il n'y a aucun contact entre cette grande quadrature et les deux autres. Au contraire de la verte et de la rouge, où en fait il y a des contacts entre elles, que ce soit entre le cercle vert et le carré rouge, etc. Il y a des points de croisement. Alors qu'il n'y a aucun contact entre donc la bleue et la rouge et la verte. Et ce vide, ce que j'appelle ce vide, nous pouvons le ressentir lorsqu'il s'agit de faire un pas en avant dans l'inconnu. Nous le sentons, nous savons que nous avons un pas à faire dans l'inconnu, mais nous avons peur de le faire parce que nous ne savons pas, nous avons peur de ce vide, de mettre un pied dans le vide. Mais quelque part, on est poussé à le faire parce que sans ça, on va droit dans le mur et on va se ramasser. Alors comment faire? Il doit bien avoir une solution, une issue pour rejoindre cette troisième quadrature qui représente notre prochain plan d'évolution. Eh bien, la clé, elle repose
sur la rotation du carré de la seconde quadrature, la rouge. Regardez alors à ce moment-là ce qui se passe lorsque ce carré fait une rotation de 45 degrés. Eh bien, il entre tout simplement en contact direct avec le carré de la troisième quadrature. Non, n'est-ce pas? Mhm. Le vide disparaît comme par magie. Et même mieux, ce carré du deuxième niveau se transforme alors en un véritable pont entre les premiers et troisième niveaux de conscience. C'est-à-dire que pour rejoindre le troisième niveau, il nous faut simplement opérer cette rotation. Alors en théorie, ça paraît simple, mais en pratique, ça l'est un peu moins. En ce sens que le carré symbolise la matière, le concret, la réalité. Et ça, j'en ai déjà parlé lorsque j'ai parlé de la quadrature, dans une autre vidéo. Tandis que le cercle représente le tout, le ciel, le cosmos. Alors, ce qui est encourageant, c'est que cette rotation nous met directement en contact avec le carré du troisième niveau, c'est-à-dire avec la réalité de ce nouveau plan de conscience vers lequel nous tendons tous. Donc, en changeant concrètement notre réalité du deuxième niveau, nous prenons alors ce fameux virage qui nous permet de faire à ce moment-là ce grand bond quantique. Nous pouvons faire le pas et nous changeons ainsi notre réalité pour rejoindre celle du troisième niveau. Par exemple, je suis sûr que dans votre entourage, vous connaissez des personnes, ou peut-être vous-même avez vécu ça, qui est décidé du jour au lendemain de tout plaquer pour vivre enfin vos aspirations et vos rêves les plus fous. Ou combien de personnes sont passées par la maladie ou par des accidents pour voir leur vie changer et découvrir une voie d'évolution à laquelle ils ne s'attendaient pas du tout. Eh bien, ceci est quelque part l'expression de cette rotation. D'un seul coup, tout bascule. Alors, comme je l'ai dit quand j'ai parlé de l'Apocalypse, oui, d'un point de vue de l'ego, c'est douloureux. Mais en fait, c'est une forme de bascule. Alors, il existe d'autres possibilités bien moins radicales pour vivre cette bascule, comme on le verra tout à l'heure. La rotation de ce second carré nous enseigne encore autre chose. Lorsqu'un carré se trouve ainsi avec un sommet tourné vers le ciel, on appelle ça un carré esprit, alors qu'auparavant, c'était un carré matière. Ce qui veut dire que par la rotation de ce second carré, c'est en introduisant de la spiritualité et en remettant du sacré dans nos vies que cela nous permet aussi de connecter la réalité du troisième niveau. L'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire, c'est en retrouvant de l'éthique dans notre vie, du respect envers le vivant, que l'on exprime à travers nos actes du quotidien, que petit à petit, eh bien, cette rotation, cette bascule se fait et que nous changeons de réalité, entre autres. Mhm. Est-ce que justement, à travers cette image de bascule propre à chacun, du coup, est-ce qu'on pourrait également l'interpréter comme la bascule plus globale de l'humanité à venir avec la bascule des pôles? C'est une possibilité qui est une cohérence, qui a un sens de bascule au niveau des pôles magnétiques qui nous aide justement à basculer en termes de niveau de conscience. Hmm. C'est-à-dire Qui que participe à ce... la planète, elle aussi, va devoir vivre sa bascule. C'est un peu ça que, tu vois, Oui, mais tout, c'est un ensemble, c'est pas dissocié. Oui, c'est pas C'est une dissocié. possibilité. Je veux C'est pour dire, ça que je dis que c'est une. au moment où elle va le faire, si chaque humain ne l'a pas fait de son côté, il va avoir des sérieux soucis, quoi. C'est ce que je veux dire. Ah ben, il va être obligé de le vivre. Ouais, ouais, voilà. Il le vivra. Il le Mm. vivra parce que ce qui se passe dans le macrocosme se passe dans le microcosme humain. Mm, mm, S'il y a une bascule au niveau des pôles magnétiques au niveau de la Terre, nous, on va vivre chacun dans notre individualité
la bascule des pôles magnétiques à l'intérieur de notre monde intérieur, dans notre psyché personnelle, énergétique. Ça, c'est une évidence. Alors, il est sûr que si on n'est pas du tout préparé, ça va être un drame. Et si on traverse cette période de 3 jours, 3 nuits, comme Ah il oui. est souvent énoncé, Mm. où on va être confronté justement à nos peurs les plus profondes, parce qu'il va y avoir un affaissement du champ magnétique, permet cette bascule, eh bien, on va être confronté à nos peurs, et si on traverse nos peurs, ben, on va découvrir à la fin de ces 3 jours, 3 nuits, une nouvelle réalité, et puis on va se découvrir comme des humains complètement nouveaux et différents. Bah, c'est tout le but de notre travail aussi, d'encourager les personnes qui sont dans cette transition à ne pas en avoir peur, quoi. Aussi, en Et partie. à comprendre que de toute façon, quand on commence à basculer, on est confronté d'abord à nos peurs, et on comprend que nos peurs, en fait, euh, qu'il y a, qu'il y a un trésor à découvrir derrière ces peurs. Mm. Et ce trésor à découvrir, c'est en fait notre véritable nature, et notre lien d'amour, en fait, avec la vie et avec ce qui nous entoure. Mais ça fait peur à l'ego parce que c'est l'inconnu pour lui, et surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh ben, il est destitué. C'est une destitution, en bonne et due forme. D'où des techniques comme Ho'oponopono, de pardon, de réconciliation, qui sont très bénéfiques pour vivre cette transition. Ainsi que les soins énergétiques qui permettent de réajuster notre système énergétique avec ces nouvelles vibrations et ce nouveau plan de conscience. Donc, on Ok. peut affiner encore un peu plus dans ce que nous enseigne cette rotation, parce que grâce à elle, eh bien, ça permet à chaque carré et chaque cercle de cette triple quadrature d'être en contact les uns avec les autres. Mais ce qu'elle nous enseigne, c'est qu'elle nous invite aussi à nous reconnecter au premier niveau, à celui de la conscience indigène, c'est-à-dire à renouer avec les racines spirituelles de notre humanité. Parce que, en regardant bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque quadrature inclut la précédente. C'est-à-dire que nous avons la conscience du second niveau inclut la conscience indigène. C'est-à-dire que nous avons en nous cette dimension, cette conscience indigène. C'est en nous. Ça fait partie de notre patrimoine en tant qu'humain. Donc, en nous reconnectant à cette dimension qui est en nous, ben ça nous ouvre, ça permet cette bascule, et ça nous ouvre les portes de ce pont. Ça nous permet de réaliser ce passage. Alors, il y a bien des voies qui sont possibles pour renouer ce contact avec les racines spirituelles de notre humanité et favoriser cet éveil. Je veux parler bien sûr du chamanisme, qui est une voie royale, tout comme le bouddhisme, parce que le bouddhisme inclut le chamanisme. Au contraire des catholiques, qui ont persécuté les chamans de l'époque, c'est-à-dire les druides, les sorcières, etc., et qui se sont de ce fait coupés de cette dimension originelle qui leur fait cruellement défaut aujourd'hui. Je pense, je pense par exemple à cette émission Rendez-vous en terre inconnue, où on voit une personnalité qui est projetée dans une culture indigène dont elle ignore absolument tout. Mais en fait, elle vit cette rupture, cette bascule avec sa réalité quotidienne du deuxième niveau, qui va la connecter avec la réalité du premier niveau. Cette bascule la projette alors de façon radicale dans les racines d'une humanité que donc nous avons tous en nous, mais dont nous nous sommes tellement éloignés. Ce qui l'amène à vivre des choses absolument étonnantes, mais ce qui est, je trouve, le plus étonnant, c'est de voir à quel point à chaque fois, le désarroi que vivent ces personnalités lorsqu'elles doivent quitter ces individus du premier niveau qui les ont accueillis pendant plusieurs jours après ce séjour en immersion totale. Elles ne sont plus les mêmes.
C'est un peu aussi comme dans La Belle Verte, Oui. avec ce que faisait Colline Serrault quand elle déconnectait les gens et qui on voyait le comportement des gens complètement changé, qui rejetaient le système et qui s'aimaient à aimer le vivant qui était autour d'eux. Ben, voilà, à travers ces deux exemples, ça exprime bien cette rotation du carré du second niveau, qui est de se mettre en rupture avec notre réalité actuelle, en remettant du sacré dans nos vies, à travers des pratiques spirituelles, la méditation, des mises en pratique d'enseignement spirituel, en retrouvant de l'éthique, en respectant le vivant, et surtout en changeant donc nos comportements et en les mettant davantage en conformité avec les lois de la nature et avec les lois du dharma, comme disent les spiritualistes. Voilà ce que signifie en fait cette rotation. Mais de toute façon, on va y être obligé. La nature nous impose, tout ce qu'on vit à l'heure actuelle nous impose de le faire. Et je me permets simplement parce que tu as, comment dire, pas survolé, mais tu as abordé rapidement le point de la religion et je ne sais pas enfin, je me permets d'appuyer dessus, en fait, simplement, enfin, parce que vu qu'on parle au niveau de conscience, tout ça, et que souvent les gens amalgament un peu tout, j'en profite pour préciser que si je suis, enfin, on va dire ta façon d'exprimer les choses, que la religion et les religieux font partie du deuxième niveau de conscience et non pas du Absolument. premier ou du troisième. Et ça, c'est important parce que ça permet de ne pas amalgamer la soi-disant spiritualité des religions, quoi, avec le ciel et la terre. Enfin, voilà. Que ça fait partie du monde de l'ego, la religion et les religieux. N'en déplaise aux religieux. Alors, euh, c'est important que tu soulignes ça parce que dans mon parcours, je viens d'une culture catholique. J'ai fait ma scolarité dans un lycée, un collège et un lycée privé, où il y avait les prières, j'étais pensionnaire, il y avait la prière le matin, prière le soir et la messe le dimanche. Ceux qui étaient, qui restaient le week-end. Et je sentais une profonde colère envers les catholiques d'enseignement, parce que pendant longtemps, jusqu'à ce que je comprenne en fait que ils, comment dire, il y avait, euh, il y avait une déconnexion profonde en fait. Il y avait un pouvoir, il y avait du pouvoir. C'était un pouvoir spirituel qui était à l'œuvre. Et ce n'est que des années plus tard, justement au début de ma quête, que le bouddhisme est arrivé dans ma vie et j'ai pris refuge et que cela m'a apporté des réponses à des questions euh, que je me posais, notamment en termes de réincarnation. Ça m'a permis en fait de renouer le lien avec l'enseignement du Christ qui s'est dépouillé et je me suis dépouillé des conditionnements judéo-chrétiens liés à l'Église romane et catholique, qui a perverti le message du Christ, à des fins de pouvoir. Et effectivement, c'est en ce sens-là que la religion catholique, et je ne suis pas en guerre contre eux, mais c'est simplement, j'exprime mon, mon sentiment et mon chemin par rapport à ça, mon chemin d'évolution par rapport à ça. La religion catholique fait partie de cette, à sa raison d'être, mais je la placerai effectivement plus proche du chakra solaire que du chakra cœur. Et elle aspire malgré elle au chakra cœur, mais elle a toutes les peines du monde à y accéder parce que à l'origine, elle s'est coupée de cette dimension originelle de la spiritualité originelle que vivaient les chamans, les sorciers, les sorcières, les druides, etc. Elle porte en elle ce génocide humain et spirituel. Elle s'est coupée elle-même de ses racines spirituelles, en fait. Et elle vit une déviance.
elle vit cette dissonance qui est liée au deuxième niveau de conscience et avec ces jeux de pouvoir et qui prend la forme de pédophilie de nos jours et qui vit de moins en moins de jeunes ont envie de suivre cette voie parce qu'elle est pervertie. Tandis que le bouddhisme, euh, il est, de par mon expérience, beaucoup plus connecté en fait à la, la dimension féminine. Il n'a jamais, il n'a jamais été dans le rejet de toute forme de voie spirituelle, mais au contraire, c'est une démarche inclusive. D'ailleurs, quand dans le bouddhisme, on ne t'impose rien, c'est à toi de faire ton chemin. Tandis que dans le catholicisme, on t'impose des choses, tu subis les choses, et on te dit c'est ça, Mhm. c'est le dogme. Tu dois suivre cette voie et tu y parviendras et tu y réussiras. Et le chamanisme, en fait, est le père de toutes les religions et la mère de toutes les médecines. Et le pouvoir féminin du chamanisme, le pouvoir spirituel du chamanisme, a toujours fait peur au pouvoir égotique de la religion catholique. Parce que le pouvoir féminin, la puissance du féminin dépasse l'entendement du pouvoir masculin. C'est le même principe pour chaque religion, hein. C'est l'idée même que Dieu est à l'extérieur de nous, en fait, qui est faussement. Enfin, Voilà, c'est pour ça que je dis que le bouddhisme est plus en lien avec la conscience du cœur, parce que le bouddhisme part du principe que chacun de nous a un Bouddha et potentiellement peut devenir un Bouddha. mhm. C'est-à-dire que la conscience d'amour est en nous. C'est à nous ensuite d'apprendre comment dire, réunir les conditions pour que cette âme, ce Bouddha s'éveille en nous le plus possible. Tout ça pour dire que, en fait, nous vivons une crise évolutive au niveau de notre conscience humaine. Que cette crise est synchronisée avec le changement de grand cycle que nous vivons tous actuellement et qui est en relation avec la précession des équinoxes et le calendrier maya. On pourrait dire en langage spiritualiste que les premiers et deuxièmes niveaux correspondent à la 3D, que la rotation du carré correspond à la 4D et que le troisième niveau correspond à la 5D. En langage humain, on pourrait dire que le premier niveau correspond à cette période où la conscience humaine vit son enfance, avec toute la candeur et l'innocence que l'on retrouve dans tous les peuples primordiaux de la Terre. C'est vrai que quand on regarde tous ces indigènes, tous ces peuples primordiaux, ils ont un sourire et un regard plein d'innocence. Ils sont comme des enfants de la Terre. Tandis que le second niveau correspond à la période où la conscience humaine vit son adolescence, avec ses crises de croissance, ses désordres, ses tourments. Donc on peut dire que nous sommes tous dans une forme de crise d'adolescence au niveau de notre conscience humaine. C'est sympa comme image, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors que le troisième niveau est celui de l'entrée dans l'âge adulte. Nous sommes mis au défi de devenir plus responsables et de devenir conscients que l'on ne peut plus se comporter comme des humains qui n'aspirent qu'à davantage de pouvoir d'achat et de plaisir en tout genre. Ça, c'est la conscience humaine du deuxième niveau. Et c'est comme des ados. On se comporte comme des ados. On veut toujours plus de pouvoir d'achat et de plaisir et de confort. Non, ça, c'est pas responsable. Et d'ailleurs, si on regarde bien, on est tous d'accord peut-être pour dire que nos enfants et nos petits-enfants ont déjà une maturité que nous n'avions pas à leur âge. Ils sont déjà câblés pour dire, ils sont déjà câblés pour vivre comme des humains pleinement responsables et matures. Mhm. Et la lumière fut. Ouais, c'est ce que je vois.
Tandis que nous, on a encore besoin d'un coup de pouce du destin comme celui des crop circles pour recevoir les mises à jour nécessaires et pour être de plus en plus en phase avec cette nouvelle conscience harmonique du troisième niveau. C'est pour cela que les crop circles exercent une telle attraction. Comme je l'ai montré dans les vidéos dédiées à la géométrie sacrée des vrais crop circles, leur géométrie nous fait naviguer d'un niveau de conscience à un autre, dans le but de nous harmoniser avec celui de la conscience harmonique du troisième niveau. Ils sont semblables à des cartes mères qui viennent réinformer notre disque dur interne pour être un peu plus en phase avec ce nouveau grand cycle qui est synonyme de changement, de paradigme et de réalité. En résumé, nous pouvons dire que la géométrie sacrée des crop circles est de nature multidimensionnelle, car elle associe les trois niveaux de conscience qu'il est possible de vivre actuellement, mais aussi parce qu'elle est connectée à un plan de conscience plus élevé que le nôtre actuellement. Ceci en raison du caractère complètement inédit et novateur de leur géométrie sacrée, qui repose, je le répète, sur cette triple quadrature et sur le cube de Métatron. Les crop circles sont là pour nous aider dans cette ascension de la conscience dualiste du second niveau vers la conscience unifiée du troisième niveau. C'est pour cela qu'ils passent par le langage universel de la création, qui est la géométrie sacrée. Et en plus, ils utilisent une nouvelle forme de géométrie sacrée, complètement unique et inédite, comme je l'ai évoqué dans la première vidéo sur la géométrie sacrée des vrais crop circles. Parce que cette forme de géométrie sacrée, je ne l'ai trouvée nulle part ailleurs dans mes recherches sur la géométrie sacrée des croix, des mandalas, des yantras, etc., des rosaces, etc. Donc nous sommes maintenant à un stade de notre évolution qui nécessite que notre âme et notre personnalité coexistent ensemble dans une plus grande harmonie. Ceci pour accéder à de nouvelles potentialités susceptibles de transformer radicalement notre relation avec la dite réalité et répondre ainsi plus efficacement aux multiples défis qui nous font face. Parce que tant que nous demeurerons sur ce deuxième niveau, nous ne ferons qu'aggraver la situation malgré nos bonnes intentions. Le message des crop circles devient donc plus clair de ce fait. On pourrait dire que, donc, pour répondre aux multiples défis qui nous font face, nous devons retrouver notre unité avec le tout, en nous alignant consciemment avec l'intelligence universelle et les lois qui vont avec. À partir de là, notre réalité pourra réellement changer. Et il en va du devenir immédiat de l'humanité et de notre vie sur Terre. Nous n'avons pas d'autre choix que de nous mettre en rupture avec la réalité du second niveau en changeant de comportement vis-à-vis du vivant et en remettant du sacré dans nos vies pour co-créer une nouvelle réalité. Le moment est venu de prendre nos responsabilités et de retrouver notre souveraineté en tant qu'être humain divin pleinement incarné sur Terre. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur ce sujet. Nous arrivons donc au terme de cette vidéo. J'espère qu'à travers le prisme de cette triple quadrature, cela vous a aidé à mieux comprendre la raison d'être de ce phénomène ainsi que l'incidence positive que peuvent avoir ces formes sur notre psyché humaine. Je vous invite d'ailleurs à faire l'expérience de ces formes en vous rendant sur mon site dans lequel vous trouverez un grand nombre de crop circles à dessiner de A jusqu'à Z. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à une prochaine fois. Bye bye. Écoute, merci Philippe encore une fois pour cette émission et nous avoir expliqué comment tu avais réussi à découvrir ces interprétations à travers ces niveaux de conscience. Je trouve ça génial. Donc merci. Je vous laisse là-dessus. Et puis, je vous invite, comme il vient de le dire, à aller creuser son travail. C'est du pur bonheur, quoi. La vibration et de la géométrie, c'est du pur bonheur. Et à bientôt. Salut!
Le jeu se termine, j'ai découvert le miroir. Je suis le créateur de l'échiquier illusoire. Je ne débat plus, tout cela n'est qu'une œuvre d'art. La compassion m'envahit et je mate l'échec de mes plans noirs. Peut-être que les deux guerres mondiales ne sont pas l'histoire à montrer du doigt. Peut-être que le sang qui s'étale n'est pas vraiment si appétissant que ça. Peut-être que les chemtrails me voilent le ciel, mais le soleil brille en moi. Peut-être que la 5G rend pâle, mais la peur n'existe que si l'on y croit. Le jeu se termine, j'ai découvert le miroir. Je suis le créateur de l'échiquier illusoire. Je ne débat plus, tout cela n'est qu'une œuvre d'art. La compassion m'envahit et je mate l'échec de mes plans noirs. Le jeu se termine, j'ai découvert le miroir. Je suis le créateur de l'échiquier illusoire. Je ne débat plus, tout cela n'est qu'une œuvre d'art. La compassion m'envahit et je mate l'échec de mes plans noirs.